Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à The Falcon and the Winter Soldier, le faucon et le soldat de l'hiver épisode 2, avec, vous avez un peu l'habitude maintenant, d'abord mon avis, les références, puis les théories, et bien sûr, si vous souhaitez vous abonner à Disney+, et soutenir la chaîne au passage, ce dont je vous remercie, eh bien je vous invite à le faire en passant par le lien que vous trouverez en description de la vidéo. Mais avant d'aller plus loin, il me semblait intéressant de vous faire un point rapide sur Twitch. Comme vous le savez peut-être déjà ou pas encore, j'ai commencé à proposer des lives sur Twitch, mais pas de panique, je n'abandonne absolument pas YouTube qui reste ma plateforme prioritaire, entre guillemets. J'ai plutôt l'intention de rendre ça complémentaire, mais j'aime beaucoup l'expérience sur Twitch, aussi bien l'ambiance que l'interaction, ils sont excellentes avec toutes celles et tous ceux qui viennent discuter avec moi en live. Et bon, vous trouverez le lien facilement dans l'onglet communauté, par exemple sur la chaîne YouTube des différents lives, je les annonce toujours sur Twitter et sur l'onglet communauté. Et si vous voulez vous faire un avis, eh bien je vous invite à venir dès ce dimanche 28 à 18 h sur Twitch. Comme vous le savez sans doute, j'ai été déçu par certains aspects du premier épisode de la série, mais ce deuxième épisode m'a largement plus convaincu, il m'a rassuré, et ce pour plusieurs raisons. On a de l'action bien menée avec cette scène ambitieuse sur deux poids lourds côte à côte, les personnages sont bien développés, les acteurs sont convaincants, et le commentaire social est bien plus solide et crédible à la fois. Et cette fois, on sent vraiment le potentiel de buddy movie, ce qui a toujours été l'objectif de la série, comme annoncé très clairement par le scénariste en chef. Dans ce contexte, avec ce positionnement très assumé, pas la peine d'attendre du tragique pur et dur, et ça me va tant qu'on a cette dynamique du duo principal, qu'on a une intrigue solide, un développement des personnages et des retournements de situation qui ne sont pas téléphonés trop longtemps à l'avance. Dès le départ, l'ouverture sur John Walker est parfaitement menée pour venir humaniser un personnage bien loin d'être un méchant caricatural. Au service de ce bel effort, on a l'écriture et surtout l'interprétation subtile de Wyatt Russell. Par ailleurs, on commence à doucement lever le voile sur certains dossiers sombres de la quête du super soldat, avec celui que je vous annonçais dans la première vidéo, Isaiah Bradley, incarné avec une formidable intensité par un Carl Lumbly vieilli. Le doute autour des Flag Smashers continue de s'accentuer alors qu'il semble bel et bien animé de nobles intentions, et enfin on nous promet le baron Zemo sur fond de Lacrimosa, extrait du Requiem de Mozart. Alors ce qui manque peut-être encore à cette série, c'est selon vos propres sensibilités artistiques, c'est une identité visuelle forte, mais il faut dire que ce défaut, on le retrouve dans un certain nombre de films Marvel, pas tous, attention, loin de là, mais de toute façon maintenant ce n'est pas à la moitié de la série, puisque ce sera déjà la moitié au troisième épisode, qu'une identité visuelle forte va naître de nulle part, va surgir de nulle part. Donc tant pis, on fera avec. Ce qui ne fait absolument aucun doute maintenant, en tout cas à mes yeux, c'est que ce deuxième épisode m'a largement remotivé en quelque sorte pour la suite, même si je voyais déjà des pistes intéressantes dès le premier épisode. Mais avant de passer aux théories sur la suite justement, je vous propose d'aller un peu plus en profondeur pour l'analyse de l'épisode. La première image est celle de la fermeture éclair de la housse contenant le costume de Captain America. On peut y voir un parallèle avec la première scène de Sam dans le premier épisode, qui renonçait justement à cette charge en endossant un costume civil. Dans cette scène, on se situe quelques temps a priori après cette première annonce du nouveau Captain America. John Walker a effectué une tournée dans différents états sans doute, et il la termine a priori dans sa ville natale, dans ce stade, et ça se situe à Custer Grove, exactement comme dans les comics, et je pense que ce choix de nom n'est pas anodin, puisqu'on retrouve dans Custer Grove le nom du fameux général Custer, qui est un personnage controversé, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'histoire américaine. On a successivement l'épouse et le compagnon d'armes de John qui viennent le booster avant son apparition télévisée, au beau milieu du stade où il était auparavant un joueur émérite de football américain. Ces interactions participent énormément à l'humanisation du personnage, à noter la remarque de Lemar Hoskins qui rappelle à John qu'on ne peut pas se sortir de tous les problèmes à coups de poing, ce qui laisse supposer un tempérament colérique et violent. Au passage, saviez-vous que Clay Bennett, l'interprète de Lemar, alias Battlestar, a 49 ans? Et oui, la génétique est injuste. Sur une note un petit peu plus sérieuse, je me demande si Lemar n'aurait pas été placé ici par le GRC s'il ne jouerait pas une sorte de double jeu de garde-fou auprès de John. Je vous rappelle que le GRC, c'est le Global Repatriation Council,
On y reviendra plus tard. Le lycée, la fanfare, les cheerleaders, ce choix des clichés de l'Amérique n'a rien de fortuit bien sûr, autour d'un tel personnage qui est supposé incarner les valeurs fondamentales du pays, du moins dans la vision de certains. Et John Walker apparaît dans l'émission Good Morning America qui appartient à ABC et donc à Disney, et oui, John Walker serait donc à un niveau qu'on appelle Peak Human dans les classifications habituelles de super-héros. Et oui, puisqu'au cours de l'interview, la présentatrice nous indique que John Walker excelle dans différentes capacités, que ce soit la force, l'agilité, l'endurance, l'intelligence, à tel point qu'il aurait été étudié par le MIT, et il serait plus ou moins l'équivalent d'un athlète olympique, mais dans plusieurs disciplines à la fois. Et pour le moment, j'ai tendance à penser que ce qu'on nous raconte ici est vrai, et qu'il n'a pas encore de sérum de super soldat dans les veines, qu'il est une sorte de phénomène humain naturel. Mais oui, puisque s'il avait eu le sérum, je pense qu'il n'aurait fait qu'une bouchée avec son entraînement des Flag Smashers, ce qui vient aussi poser certaines questions par rapport à Bucky, mais je vais y revenir un peu plus tard. Et dans un commentaire qu'on peut difficilement imaginer plus méta, l'interprète de John Walker, Wyatt Russell, est apparu dans la véritable émission bien réelle Good Morning America, et il y a révélé qu'il avait auditionné à l'époque de The First Avenger pour le rôle de Steve Rogers. Comme ça, la boucle est bouclée. Alors que James Barnes regarde cette interview, John Walker va déjà trop loin en indiquant qu'il considère un peu Steve Rogers comme un frère sans jamais l'avoir rencontré. Et cette notion de Steve comme un frère nous renvoie avec une certaine fluidité vers la première scène de Sam et Bucky dans la série, et Bucky plonge directement au cœur du sujet par une introduction. Pourquoi Sam a-t-il donc rendu le bouclier? Et même si juste après vient la scène qu'on avait déjà vue dans une bande-annonce, lorsque Sam présente à Bucky sa théorie des Big Three, des trois grands groupes d'adversaires, les aliens, les androïdes et les sorciers, les magiciens, et ce qui m'a beaucoup amusé d'ailleurs personnellement avec la mention à Gandalf, etc., on peut estimer qu'à ce moment-là, les deux héros ne font que dévier leur propre attention du cœur du sujet, et un sujet qui ressortira lors de la séance de thérapie improvisée. Et les différents ingrédients du buddy movie classique sont vraiment bien gérés, de mon point de vue, dans cet épisode, jusqu'au fait que Bucky refuse justement que Sam l'appelle Buck, puisqu'il n'y a que Steve qui pouvait l'appeler comme ça, puisqu'il le connaissait depuis longtemps, puis lui au moins il avait un plan. Entre les sauts sans parachute et l'absence de plan, on a ici des références au premier film Avengers, mais aussi à Captain America, le soldat de l'hiver. Je pense que Sam va un peu trop loin quand il dit à Bucky qu'ils ne sont pas des assassins, et lui-même s'en rend compte. Le ping-pong fonctionne très bien aussi avec le surnom White Panther, corrigé en White Wolf, celui que Bucky avait obtenu au Wakanda bien sûr. Et on peut sans doute noter ici un parallèle entre cette scène, avec ses surnoms White Panther, White Wolf, pour Bucky, et la scène qui va ensuite confronter, entre guillemets, le gamin qui est dans la rue à Baltimore, qui va demander à Sam mon père m'a dit que toi t'es Black Falcon », ce à quoi Sam va répondre « Non, je suis Falcon tout court, je suis pas Black Falcon, toi t'es pas Black Kid », ce qui est assez amusant, et ce qui est d'autant plus pertinent quand on sait que juste ensuite, ils vont rencontrer Isaiah Bradley, qui est souvent appelé Black Captain America, alors qu'en fait on pourrait tout simplement l'appeler Captain America, juste c'était un Captain America différent de Steve Rogers. Mais revenons-en à l'entrepôt, puisque c'est justement Bucky qui veut foncer sans avoir de plan, et le tout aboutit à un échec, tandis que Bucky fait la rencontre de Carly Morgenthau, une féminisation du nom du Flag Smasher des comics, que je vous évoquais déjà dans la première vidéo. Et comme promis tout à l'heure, je reviens maintenant sur la question du niveau de puissance relatif entre Bucky et les Flag Smashers, et je pense qu'ici, clairement, Bucky se retient et qu'il applique le plus scrupuleusement possible, en tout cas, la fameuse règle numéro 2, ne blesser personne. Et oui, de mon point de vue, s'il était en mode Winter Soldier sans pitié, il aurait tué tous ses débutants à lui tout seul. Ils ont beau avoir une forme de sérum de super soldat, comme lui, c'était pas comparable, il a d'innombrables combats derrière lui, et je pense qu'on verra cette différence d'efficacité plus tard dans la série, car il est plus que temps quand même de reconnaître Bucky à sa juste valeur, ce qui en dit long au passage sur celle d'Isaiah Bradley. Alors bien sûr, à l'intérieur des camions, les conteneurs indiquent qu'il s'agit de vaccins, ce qui fait étrangement écho à notre situation actuelle, mais je pense qu'en réalité, il s'agit de doses de sérum de super soldats suffisamment pour transformer des milliers et des milliers de personnes. Et justement, on apprend ensuite que les Flag Smashers se dirigeraient vers différents camps de réfugiés en Europe orientale, en Europe centrale. Alors imaginez des milliers de réfugiés qui auraient soudain accès à des capacités surhumaines, ça foutrait un sacré bazar,
ce qui déplairait fortement au nouvel ordre mondial qui est incarné donc par ce Global Repatriation Council. Et justement, on en apprend un peu plus au sujet de ce Conseil mondial du rapatriement quand John et Lemar en parlent dans la voiture. En gros, une forme de gouvernement mondial qui s'occuperait de réinstaurer la citoyenneté et la sécurité sociale des gens revenus, mais qui gère aussi les ressources pour les réfugiés déplacés par le retour. On apprend ainsi que le blip, à savoir donc le retour de la moitié de la population humaine, a généré des déplacements de population, ce qui laisse supposer qu'il y avait eu de fortes recompositions démographiques et géographiques après le premier claquement de doigts de Thanos, mais je ne sais pas à quel point on en saura plus dans la série. Et John Walker va même plus loin en indiquant que le GRC fournit les ressources et eux la stabilité. Alors on aurait dans ce cas de figure le Captain America nouvelle version comme le gendarme du nouvel ordre mondial. Pas de quoi ravir Sam et encore moins Steve. Et lorsque Lemar précise que son surnom est Battlestar, Bucky s'agace à tel point qu'il descend du véhicule. Et je me demande, on n'a pas vraiment d'explication sur l'origine de cet énervement, de cet agacement. Alors peut-être que Battlestar, ça fait penser à l'étoile qui est représentée sur le bouclier de Captain America, et c'est la référence de trop et Bucky en a ras-le-bol. Soit éventuellement Battlestar était en réalité le surnom d'Isaiah Bradley lorsqu'il était actif durant la guerre de Corée, mais peut-être qu'on aura une explication plus tard. Quand John tente de convaincre Sam de ses bonnes intentions, ça part plutôt bien, mais la conclusion qui place Sam et Bucky comme ses acolytes, ou wingmen en VO, ça ne passe pas. Steve n'avait pas cette mentalité du premier rôle avec ses assistants, ils étaient juste des frères d'armes. Du côté des Flag Smashers, on découvre le soutien qui leur est offert dans la population et leur réputation de véritables Robins des Bois. Ils rêvent d'un monde meilleur, avec leur slogan « Un monde, un peuple », et ce qui avait semblé possible avant le blip, alors que le retour a aussi marqué celui d'une organisation à l'ancienne. On suppose que le texto menaçant reçu par Carly provient du Power Broker, mais difficile pour l'instant de savoir pourquoi c'est elle qui le reçoit, pas les autres, et pourquoi elle ne leur en parle pas, alors qu'ils connaissent pourtant cet adversaire. À Baltimore, Sam fait la connaissance d'Isaiah Bradley, le premier Captain America à avoir succédé à Steve. Entre les expériences menées sur lui et la prison, on retrouve ce qui serait certainement advenu à un tel homme dans notre réalité historique si de telles expériences avaient existé. Et justement, il faut savoir que l'histoire des États-Unis compte déjà des expériences un petit peu comparables, notamment sur la syphilis, ce qui a duré sur des dizaines d'années, avec un très grand nombre d'Afro-Américains qui ont été utilisés comme de véritables cobayes. On leur a menti, on leur a promis des choses qui ne sont jamais survenues, on ne les a pas traités, alors que la pénicilline était alors disponible, connue à l'époque comme un bon traitement. Et il faut aussi ajouter par exemple les expériences qui ont été menées durant la Deuxième Guerre mondiale par l'armée américaine sur les effets du gaz moutarde. Ça a été mené sur des milliers de soldats, pas tous afro-américains, mais une partie des expériences était orientée selon l'origine ethnique, dans le fol espoir de trouver le soldat résistant aux produits chimiques. Et toujours au sujet d'Isaiah Bradley, il faut dire que le choix de la guerre de Corée est particulièrement pertinent, puisqu'elle fait un peu figure de guerre oubliée assez souvent dans l'histoire américaine, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale plus glorieuse, ou à la guerre du Vietnam qui avait été plus directement recherchée par les États-Unis, et qui a abouti bien sûr à une tragédie à différents niveaux, mais la guerre de Corée, elle est souvent mise sous le tapis. Dans sa jeunesse, Isaiah Bradley devait être extrêmement puissant et efficace, comme en témoigne cette histoire du bras mécanique à demi arraché, et comme on le voit encore au présent de la série, alors qu'il parvient à enchasser dans une espèce de planche de lambris de bois sur les murs de sa maison, cette boîte de fer blanc. Alors oui, je sais, ça défie un peu les lois de la physique, ils auraient peut-être pu trouver une autre manifestation plus crédible de sa force actuelle. Et sachez que dans la partie théorie, je vous parlerai aussi d'Elijah Bradley, celui qui est sans doute son petit-fils et qui a ouvert la porte à Bucky et Sam, mais aussi de la phrase d'Isaiah sur cette illusion de pouvoir choisir qui on est en se levant le matin. Le passage sur le comportement de l'agent de police envers Sam répond étrangement aux commentaires que je faisais dans la première vidéo, et voilà, de mon point de vue, un message clair et réaliste sur la différence de traitement selon la couleur de peau aux États-Unis. Ici, il s'agit bien évidemment d'une scène à connotation politique, mais dans le sens noble de ce terme, politique, et ça ne me gêne absolument pas, bien au contraire. Et puis la scène est d'autant plus ironique qu'au final, c'est Bucky qui est recherché pour violation des conditions de son pardon et donc de sa liberté. La libération de Bucky par John Walker s'accompagne d'un commentaire qui en dit long.
il serait un atout bien trop précieux pour être gaspillé. En résumé, John Walker voit James Barnes comme un outil. Alors oui, la séance de thérapie fait sourire, mais le meilleur passage, à mes yeux, réside dans la confession de Bucky. Il croyait en toi, il avait confiance en toi. Si Steve avait tort à propos de toi, alors peut-être qu'il se trompait aussi à mon sujet. J'ai trouvé que cette phrase était très pertinente, assez poignante et bien interprétée aussi. Et clairement, un Bucky a besoin de croire en la confiance que Steve avait en lui, puisque c'est à partir de cette confiance qu'il a pu commencer à se libérer du lavage de cerveau qui faisait de lui le Winter Soldier. Le dernier échange entre John et Sam est sans doute le plus révélateur quant à la personnalité du premier. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin, voilà une phrase pour le moins menaçante. Ceci étant dit, je suis un peu étonné que la simple hiérarchie militaire ne permette pas à John Walker de donner les ordres qui lui plaisent à Sam. Alors il faut croire que Sam, comme il l'évoque lui-même dans cette scène, a un statut un peu particulier, un peu à part, ce qui lui évite de passer par certaines autorisations, et pour lui, tant mieux pour le moment. Et l'autorisation d'aller chercher Helmut Zemo dans sa prison allemande, il ne l'aurait sans doute jamais eu. On se demande comment tout ça va déboucher sur la libération inévitable du machiavélique Zemo. Alors s'il y avait quand même une scène dans cet épisode qui m'a fait un peu lever les yeux au ciel, c'était le fameux sacrifice de ce Flag Smasher qui va directement à l'encontre des hommes du Power Broker qui essayent d'intercepter les caisses qui sont emportées en avion par les autres Flag Smashers. Alors bon, faire tomber le pylône électrique, ça c'était une bonne idée, mais ensuite attendre que les gars sortent des bagnoles et le pointent avec leur fusil, leur pistolet pour leur foncer dessus, je pense qu'il y avait peut-être une meilleure façon d'utiliser ces super pouvoirs. Bon. Avant de passer à la partie théorie, je vous rappelle que je compte sur vous, I want you, comme dirait l'oncle Sam, pour les 500 000 abonnés de la chaîne, bien sûr. Et je vous rappelle aussi que nous avons rendez-vous ce dimanche 28 à 18 h sur Twitch. Alors avant que je n'oublie, je vais lancer ma toute première théorie avec une répétition un peu de ce que je vous avais dit dans la première vidéo au sujet d'Elijah Bradley, le petit-fils a priori d'Isaiah qu'on a vu simplement ouvrir la porte. A priori, on devrait revoir le personnage d'ici la fin de la série et il serait appelé à devenir le Patriote, qui est un des membres importants des Young Avengers. Alors la question ce sera à quel point le sérum de super soldat qui coule dans les veines d'Isaiah Bradley a pu se transmettre par la génétique à son petit-fils, ou si celui-ci fera appel à des substances différentes, illicites, ou qu'il recherchera lui-même un sérum qui serait vendu par le Power Broker pour reprendre en quelque sorte le flambeau et devenir ce super-héros assez intéressant des comics. Pour rester sur la question du sérum de super soldat qui va de toute façon baigner toute cette saison, eh bien je me demande si nous n'assistons pas ici à une origin story, comme on dit dans les comics, mais celle de John Walker qui deviendrait US Agent plutôt que Captain America. Et je pense, comme je vous le disais dans l'analyse, qu'il n'a pas encore le sérum de super soldat, ou bien un ersatz en tout cas, dans les veines, mais que d'ici la fin de la série, de la mini-série de 6 épisodes, on le verra prendre ce sérum. Et oui, dans l'affrontement sur les camions, on a l'illustration même que ce Captain ne dispose pas des capacités physiques pour se sortir des problèmes à coups de poing, alors que c'est justement ce qu'il recherche au plus profond. Je pense donc que John Walker s'injectera ou qu'on lui injectera le fameux sérum, et que cela ne fera qu'accentuer sa tendance à la violence, et on aura donc l'illustration d'un mec plutôt bien à la base, mais qui va plier sous la pression du devoir, mais aussi se soumettre en quelque sorte à son ego, et avec cette corruption du pouvoir qui va venir avec ses capacités qui seront peut-être supérieures encore à celles de Steve Rogers, puisque dans les comics, John Walker a une force surhumaine nettement supérieure à celle de Steve Rogers, par exemple, et cela ne fera que souligner combien justement le choix de Steve Rogers dans le film First Avenger a été judicieux, puisque ce sont les valeurs de l'homme qui avaient poussé le scientifique à choisir en particulier Steve. Je pense qu'on peut trouver un lien entre ce futur probable et une phrase d'Isaiah Bradley qui dit à Bucky « Tu crois que tu peux te lever un matin et décider qui tu es ?» Et je pense qu'à ce moment précis, il parlait au moins autant de lui-même que de Bucky. Pour préciser ma pensée, je suppose que le sérum de substitution qui a donc été développé par l'armée dans l'espoir de reproduire celui qui avait vraiment transformé Steve Rogers, celui qui a été inoculé à Isaiah Bradley, a modifié sa personnalité, l'a rendu plus violent,
comme justement vient l'illustrer son accès de rage et de violence quand il lance la boîte. Et en prolongement, bien sûr, voilà qui laisse un peu songeur et inquiet quant aux véritables effets du sérum vendu par le Power Broker, ceux qui ont été utilisés par les Flag Smashers eux-mêmes et qu'ils ont a priori récupérés dans ces conteneurs, même si on n'en a pas encore la confirmation absolue, puisque dans les comics, le sérum vendu par le Power Broker, eh bien, il a souvent des effets secondaires pas très jolis, et je serais étonné que cet aspect ne soit pas repris dans l'histoire. Pour revenir sur John Walker, on remarque que la psychothérapeute et lui se connaissent. Christina dit qu'ils ont partagé des opérations de terrain par le passé, mais cela me semble improbable. Je pense plutôt que John a souffert de syndrome post-traumatique et qu'elle n'a pas le droit de révéler qu'elle a été sa thérapeute. Et si c'était bien le cas, l'idée selon laquelle Lemar serait auprès de John aussi pour garder un œil sur lui aurait encore plus de sens. Quoi qu'il en soit, dans ce contexte, il serait vraiment étonnant que le propre passé de Sam, dans toute sa mission d'aide aux vétérans qui souffrent de stress post-traumatique, n'entre pas à un moment ou à un autre dans l'histoire, peut-être dans sa relation avec John Walker, je n'en sais rien. Sur un autre registre, j'ai remarqué que le président était encore une fois mentionné, mais sans que son nom ne soit précisé. C'est quand Sam a dit que le président avait gracié Bucky en quelque sorte, et je ne sais pas si ce nom est laissé de côté pour ne pas empiéter sur de futurs projets Marvel, puisque l'identité du président ça peut toujours être intéressant, ou s'il s'agit vraiment de nous cacher aux spectateurs cette identité, ce qui pourrait éventuellement renforcer l'idée qu'il s'agit d'un personnage qu'on connaît déjà, avec parmi les candidats possibles, il n'est pas le seul, le général Thaddeus Ross. Du côté de Sam Wilson, lors de sa discussion avec John Walker à l'arrière de la Jeep, on sent qu'il n'est pas complètement insensible à cette idée de révolution que mèneraient les Flag Smashers, ce qui vient encore une fois renforcer l'idée selon laquelle ce ne sont absolument pas les véritables méchants de la série, ça semble évident dès cet épisode 2, mais reste à voir s'ils trouveront un terrain d'entente avec Sam et Bucky, ça c'est moins évident. Ce qui me semble clair, c'est que pour l'instant, la grande inconnue de la série réside entre les liens véritables, les relations qui existent entre le GRC, le Power Broker, l'armée américaine et les Flag Smashers. Je pense que le GRC a parfaitement conscience que ce ne sont pas des vaccins qui ont été volés par les Flag Smashers, mais il resterait apparemment que le Power Broker serait le véritable fournisseur. Alors il y aurait peut-être une relation commerciale entre le GRC et le Power Broker. Et là je pars complètement dans une supposition parmi de multiples suppositions possibles, mais c'est juste pour vous aider à faire fonctionner vos méninges sur cette théorie. On peut par exemple supposer que le plan initial consistait pour le GRC à former une armée de super soldats, mais que pour ce faire ils ont été obligés de passer par un fournisseur privé, ce fameux Power Broker, qui aurait profité du chaos généré par le claquement de doigts de Thanos pour s'approprier la formule ou les réserves de sérum de super soldats. Il reste aussi bien sûr à déterminer la place qui devrait être importante du baron Zemo dans tout ça, sachant que les informations qu'il aura à partir de sa connaissance approfondie de Hydra devraient permettre de mener Sam et Bucky sur la piste du Power Broker, qui pourrait aussi avoir profité de l'effondrement d'Hydra pour récupérer quelques ressources. Et on se doute bien que le baron Zemo demandera de l'aide en retour de ces informations, et peut-être qu'il les forcera à le faire sortir de prison, ou peut-être qu'il a déjà un plan pour s'en sortir lui-même, ça on verra bien. Autre question que je me pose à partir des comics principalement, puisque dans ceux-ci on a la corporation qui appartient au Power Broker, et dans laquelle un certain sénateur américain, Eugene Spivak, a un rôle très important. Alors je me demande si on aura au moins un sénateur corrompu, ou si ça montera encore plus haut dans les échelons du gouvernement. Et une précision quand même par rapport à ce que je mentionnais la dernière fois, j'évoquais les Thunderbolts ou encore Red Hulk, Hulk rouge, mais je ne disais pas qu'ils apparaîtraient forcément dans cette série, ça me paraîtrait peu probable. Je disais juste qu'on aura peut-être quelques débuts de pistes dans cette série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, qui commenceront à nous mener vers l'apparition, la formation des Thunderbolts et la création, l'existence potentielle de Red Hulk. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, mais que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, que vous n'avez même pas jeté un œil à mon livre Captain Popcorn Universe, ou que vous n'envisagez même pas de jeter un œil à mes lives sur Twitch, eh bien je serai obligé de vous engager dans une partie endiablée de pelote basque avec Isaiah Bradley.
Je vous laisse imaginer les dégâts. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et notamment ce dimanche. Donc voilà, à très vite, salut!